Qu'est-ce qu'une boîte à chaussures, un chien nommé Piclez et le stade du Maracanã ont en commun? Ils font tous partie de l'histoire d'un trophée de la Coupe du Monde. Une coupe qui a été volée et qui a le Brésil ici dans le monde. La coupe dont nous allons raconter l'histoire aujourd'hui, c'est celle-ci, c'est la coupe Jules Rimet. Elle est très différente de la coupe actuelle de la Coupe du Monde, qui d'ailleurs n'a même pas la forme d'une coupe. Après tout, si on parle de coupe, il faut bien un endroit pour mettre du liquide ici au-dessus. Et l'ancienne en avait un. Cette petite chose était entièrement faite d'or, 18 carats et de pierres semi-précieuses. Elle était très précieuse et le Brésil a remporté définitivement la coupe lorsqu'il est devenu triple champion du monde en 1970. Autrement dit, contrairement à aujourd'hui, il y a un peu plus de 50 ans, le Brésil a gagné le droit de garder cette coupe pour toujours. Mais ce qui s'est passé ensuite ne s'est pas vraiment déroulé ainsi. Comprenons cette histoire. Pour la raconter de façon sympa, revenons au tout début du siècle dernier. Le premier championnat mondial de football a eu lieu pendant les Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques de 1905, le football a fait ses débuts en tant que sport de démonstration. En 1904 aussi. Et en 1908, il a obtenu le statut de sport officiel. Celui qui remportait le championnat gagnait la médaille et tout le reste. À cette époque, c'était déjà un sport très populaire. Les stades étaient pleins, tout le monde aimait regarder. Alors, en 1928, le président de la FIFA de l'époque, un Français nommé Jules Rimet, a eu l'idée d'organiser un championnat du monde séparé. Il pensait que les Jeux Olympiques devenaient trop petits pour le football. Le football méritait plus que ça. Et c'est ainsi qu'est née la première Coupe du Monde qui allait être disputée en 1930. L'Uruguay, notre voisin, a été choisi pour la Coupe du Monde, car il avait déjà gagné 2 fois les Jeux Olympiques. Le Brésil n'avait pas pris part à ces championnats mondiaux aux Jeux Olympiques, mais il a participé à la première Coupe du Monde. D'ailleurs, le Brésil est le seul pays à avoir participé à absolument toutes les éditions de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, avec toute la technologie que nous avons, on considère comme acquis le championnat du monde de football. Mais en 1930, c'était beaucoup plus compliqué. Pour commencer, la télévision n'existait pas. Elle avait déjà été inventée. Mais au Brésil, elle n'arriverait que 20 ans plus tard. Donc, soit vous assistiez au match au stade, soit vous l'écoutiez à la radio. Vous deviez imaginer ce qui se passait sur le terrain grâce aux commentaires. Voyager à cette époque n'était pas simple. On ne prenait pas l'avion à Guarulhos pour aller à Londres ou Paris. Il fallait traverser l'Atlantique en bateau, ce qui prenait des jours. À la Coupe du Monde actuelle, 48 équipes participent, contre seulement 13 en 1930, dont 9 d'Amérique du Sud, c'était plus proche et plus accessible. Seules 4 équipes européennes étaient présentes. La Yougoslavie s'est déplacée par ses propres moyens. Et la France, la Belgique et la Roumanie sont venues ensemble sur un navire italien. Et elles ne sont pas venues seules. Le président de la FIFA, Jules Rimet, est venu avec elles, ainsi que le trophée, qui existait déjà. Et là, tu dois déjà t'en douter, non ? Jules Rimet voulait un championnat du monde vraiment important. Et tout ça, il fallait créer un trophée à la hauteur. Et les trophées avaient la forme d'une coupe. Et c'est de là que vient le nom Coupe du Monde. Coupe signifie la même chose que trophée, c'est-à-dire le prix. En anglais, c'est World Cup. Et Cup signifie aussi trophée. Donc, le nom Coupe vient à cause de la forme de ceci, n'est-ce pas ? Pour te donner une idée, la coupe faisait environ 30 cm de hauteur. Elle pesait 4 kg. Sur lesquels 3 kg et 800 grammes étaient en or 18 carats. Cette statue ici était pratiquement en or massif. Ici en bas, sur cette base en marbre, il y avait les petites plaques avec le nom des pays qui ont gagné la coupe. Le dessin du trophée, cette sculpture, c'est la déesse grecque Niké, qui est représentée des deux côtés. Elle a une aile et elle tient au-dessus une sorte de seau. Une bassine décagonale, c'est-à-dire elle est divisée en 10 parties droites tout autour, formant l'équivalent d'un hexagone. Sauf qu'au lieu d'avoir 6 côtés, il y en a 10. Le nom de cette déesse, d'ailleurs, peut être prononcé comme Niké ou Nick. Tu as déjà deviné qu'en anglais, cela va donner le nom d'une marque très célèbre qui est associée au sport, n'est-ce pas ? Au début, à cause de cette déesse, le nom du trophée était tout simplement Coupe de la Victoire. Ce n'est qu'en 1946 qu'elle a été baptisée du nom de l'inventeur de la Coupe du Monde et qu'elle est devenue la Coupe Jules Rimet. Nous avons beaucoup recherché combien il a coûté de fabriquer ce trophée à l'époque. Il a coûté, tout compris, 50 000 francs qui était la monnaie utilisée par la France à l'époque. L'euro n'existait pas. En faisant une conversion, cela représenterait aujourd'hui environ 200 000 réais. Je vais avouer qu'une Coupe du Monde faite en or, j'ai trouvé ça incroyablement bon marché. Parce que ce n'est pas possible, il y a presque 4 kilos d'or dans ce trophée.
C'est une œuvre d'art très chère, importante. Et juste pour te donner une idée, lors de la Coupe du Monde des clubs de l'année dernière, le trophée a coûté 500 000 rayés. On a fini par découvrir qu'en 1930 l'or était très précieux, mais il était beaucoup moins cher. Environ 200 fois moins cher qu'aujourd'hui. Donc, en 1930, tout était beaucoup plus simple. L'or valait moins. Le football ne générait pas des milliers de milliards de dollars comme aujourd'hui. Et la coupe était plutôt modeste. Enfin, plus ou moins, n'est-ce pas? Parce que 4 kilos d'or, ça reste 4 kilos d'or. Beaucoup de gens avaient déjà les yeux dessus. Mais allons-y. À la première Coupe du Monde, le Brésil a participé, mais il n'a pas gagné. C'est le pays hôte, l'Uruguay, qui l'a emporté et il jouait déjà très bien. Il a gardé la coupe pendant 4 ans. À l'époque, la règle voulait que le pays vainqueur garde la coupe, la montre à tous et l'emmène aux événements. Et lors de la coupe suivante, le pays vainqueur remportait la coupe et la ramenait chez lui, passant ainsi de main en main. Donc, en 1934, lors de la deuxième Coupe du Monde, c'est l'Italie qui a gagné. Et la coupe, ou plutôt le trophée est parti pour... Enfin, je peux dire coupe et trophée, c'est la même chose, non? Il est parti pour l'Europe. Mais il y a un détail dans cette histoire. Quand Jules Rimet a inventé le trophée, toutes ces règles, il a aussi dit que le premier pays qui deviendrait triple champion du monde de football, le premier pays qui gagnerait 3 fois la coupe, la garderait pour toujours. Alors, tu peux imaginer que c'est devenu un objet de désir, une rivalité supplémentaire autour de la Coupe du Monde. N'est-ce pas? Quel sera le premier pays au monde à réussir à gagner ce truc 3 fois? Alors, en 1938, la coupe a eu lieu en France. Et une fois de plus, l'Italie a gagné. Elle est devenue double championne du monde. Elle a passé encore 4 ans à exhiber le trophée devant tout le monde. La prochaine coupe devait avoir lieu en 1942. Mais si tu te souviens bien de l'histoire du monde, il y a eu un événement qui a un peu perturbé cette coupe. En septembre 1939, l'Allemagne a envahi la Pologne et ainsi a commencé la Seconde Guerre mondiale. Il n'était absolument pas question de penser à la Coupe du Monde à cette époque. Les aventures commencent déjà avec notre petite coupe Jules Rimet. Le vice-président de la FIFA à l'époque, l'Italien nommé Ottorino Barassi, avait peur que les nazis allemands prennent la coupe pour eux. Parce que c'est comme ça que ça fonctionnait pendant la guerre. Un pays envahissait un autre et s'emparait de ses biens précieux. De nombreux objets déplacés pendant la Seconde Guerre mondiale n'ont toujours pas retrouvé l'endroit où ils se trouvaient. Cet Italien a eu une idée très sophistiquée. Il est allé à Rome, dans le coffre où était gardée la coupe. Après tout, l'Italie l'avait toujours, non, parce qu'elle avait gagné la dernière Coupe du Monde. Il a placé la coupe dans une boîte à chaussures sous son lit, pensant que personne ne la trouverait. C'est ce qu'il a pu faire à l'époque. Enfin, c'était la première disparition de la Jules Rimet. Mais jusque-là, tout allait bien, parce que ce type avait de bonnes intentions. À la fin de la guerre, il a montré qu'il l'avait, il a rendu le trophée et tout est rentré dans l'ordre. La prochaine coupe aurait lieu en 1950. La guerre est finie, tout est plus calme, on va revenir à la normale dans le monde. Quel pays allait accueillir ce championnat si important? Oui, la Coupe de 1950 a eu lieu au Brésil. Notre pays était en effervescence à cause du football. Juste pour te donner une idée, pour accueillir un championnat aussi important, on a tout simplement construit ce qui était à l'époque le plus grand stade de la planète Terre, le Maracanã. Et l'équipe nationale brésilienne était bonne, tout le monde y croyait. Ils étaient déjà déclarés champions avant même que la coupe ne commence. Tout le monde était très optimiste. Et le Brésil est allé en finale. Tu sais contre qui? Contre l'une des plus grandes équipes de l'histoire, l'Uruguay. Et le match a eu lieu au Maracanã. Ce match a tout simplement été la plus grande affluence de l'histoire pour un match de football. 200 000 personnes au Maracanã. À cette époque, il n'y avait pas de place attribuée. Ce n'était pas organisé comme aujourd'hui. Alors, les gens entraient et s'asseyaient où ils voulaient. Si tu regardes la photo de ce match, c'est vraiment fou. Les gars de la sécurité au travail, les ingénieurs, n'auraient pas trop aimé ce qui s'est passé là en 1950. Mais le stade a tenu le coup. Ce qui n'a pas tenu, c'est l'équipe nationale brésilienne, qui a perdu 2-1 contre l'Uruguay. Et ça a été tout simplement l'une des plus grandes déceptions de l'histoire de notre football. Oui, j'imagine qu'avec le temps, on va voir ça comme quelque chose de bien pire que le 7-1. Parce qu'on est arrivé jusqu'à la finale avec tout ce public, avec l'équipe nationale qui était la grande favorite. On a construit un stade géant et on a perdu contre notre voisin qui est devenu double champion du monde de football. Cet épisode, à l'époque, est devenu connu sous le nom de Maracanazo. Reste calme, on ne va pas se laisser abattre car on a de la détermination. En 1954, l'Allemagne a gagné la coupe. En 1958, elle s'est jouée en Suède. Si tu connais l'histoire des coupes du monde, oui.
Le Brésil a remporté pour la première fois le championnat du monde de football, avec une étoile qui commençait à naître à ce moment-là. Il avait 17 ans et c'était Pelé. Cette Coupe du Monde a eu lieu en Suède et le Brésil a gagné 5-2 contre le pays hôte. Lors de la remise de la coupe, un événement est survenu, devenu ensuite une tradition dans tous les championnats. Notre capitaine, Bellini, a soulevé la coupe pour la première fois. Et à partir de ce moment-là, tous ceux qui gagnent la coupe, que ce soit celle-ci ou celle-là, la soulèvent. Donc, si tu regardes l'image de Cafu levantant la coupe en 2002, c'est Bellini qui a lancé la mode en 58. C'était donc la première fois qu'on ramenait ce petit bijou à la maison. La prochaine coupe aurait lieu en 1962 au Chili. Et une fois de plus, le Brésil a été champion. Ils ont gagné 3-1 contre la Tchécoslovaquie. Pelé était blessé, et la grande star du Brésil a été Garrincha. Et là, tu dois imaginer que tout le monde était surmotivé pour la prochaine coupe. Parce que tu vois, l'Uruguay, l'Italie et maintenant le Brésil ont tous été doubles champions. Cela signifiait que le prochain des trois qui gagnerait encore une fois la coupe emporterait pour toujours le trophée Jules Rimet. La coupe de 1966 allait avoir lieu en Angleterre. Et vous savez qu'il y a ces événements avant la coupe et tout ça. Ils ont décidé d'exposer la Jules Rimbaud là-bas, au centre de convention de Londres, qui a même un nom un peu compliqué ici, c'est Westminster Center Hall, un endroit très chic. Ils ont mis en place un dispositif de sécurité très strict, tout le monde voulait voir ce trophée de près. Et le premier jour de l'exposition, le trophée a tout simplement disparu. Il a été volé avant même que la coupe ne commence. Et puis cette police super célèbre de Londres, la Scotland Yard, a commencé à fouiller partout, à enquêter. Et ils n'avaient pas la moindre idée de ce qui s'était passé. Qui l'avait volé, où c'était parti, qui avait emporté ce truc. La façon dont ils ont élucidé cette histoire est pour le moins curieuse. Une semaine après la disparition de la coupe, un jeune Anglais nommé David Corbett se promenait dans le sud de Londres avec son chien appelé Pickles. Pour nous, c'est bien Pickles, n'est-ce pas? Bref, David et Pickles se promenaient dans le sud de Londres. Le chien a vu un buisson et a commencé à renifler. Je ne sais pas si c'est l'odeur d'une autre chienne ou l'envie de faire pipi sur le buisson, mais David a regardé et a remarqué quelque chose d'étrange. Un objet emballé dans du journal et à l'ouverture, ils ont découvert quoi? La coupe Jules Rimet. Personne ne sait qui l'a mise là, ni comment elle est apparue là. Le fait est que le chien Pickles est devenu un héros national. Et il a gagné de la nourriture à vie. Et Scotland Yard n'a pas réussi, le chien Pickles est entré en action. À l'époque où cela s'est produit, tout le monde a trouvé ça bizarre. Comment l'Angleterre, hôte de la Coupe du Monde, a-t-elle pu laisser cela arriver? Il y a un récit selon lequel un conseiller de la Confédération brésilienne des sports, qui était l'équivalent de la CBF à l'époque, aurait dit « Ce sacrilège ne serait jamais commis au Brésil, car ici même les voleurs sont passionnés de football. » Voyons ce qui va se passer à partir de là, d'accord? Allons-y, Coupe du Monde 1966, comme vous l'imaginez. Non? L'Uruguay, le Brésil et l'Italie voulaient s'affronter pour gagner la coupe. Et c'est l'Angleterre elle-même qui a remporté le trophée. Le pays qui ne prenait pas bien soin du trophée allait le garder pendant 4 ans. S'il y a la coupe, la question ne se pose même pas. C'est chez Kazé TV. Parlez avec moi les amis, Barbara de Kazé TV ici. En attendant la Coupe du Monde qui commence bientôt, je suis curieuse de suivre Manual do Mundo et j'espère que vous aussi. Il y a plein de curiosités et de choses sympas. Et tous les matchs de la Coupe du Monde sur Kazé TV. On vous attend. Prochaine chance, 1970 Coupe du Monde au Mexique. Celle-ci est entrée dans l'histoire. Le Brésil avait une très bonne équipe. Beaucoup de gens considèrent que c'était la meilleure équipe de tous les temps. Le Brésil ne jouait pas à domicile, mais les Mexicains soutenaient beaucoup le Brésil. Donc, cet amour entre le Brésil et le Mexique existe encore aujourd'hui en grande partie à cause de la Coupe de 1970. La finale de cette coupe a opposé le Brésil à l'Italie, deux pays déjà double champions. Donc, celui qui gagnait ce match remportait définitivement la coupe Jules Rimet. Et là, le Brésil, avec l'aide des supporters mexicains, a tout simplement écrasé l'Italie 4-1. Je n'étais pas encore né à l'époque de ce match, mais je l'ai déjà regardé en entier plus d'une fois. C'est très émouvant. Si tu ne l'as jamais vu, jette-y un œil. À la fin, les supporters mexicains envahissent tout le stade. C'est une fête incroyable. C'est magnifique à voir. Alors, allons-y, nous avons gagné. Carlos Alberto Torres, le capitaine. Le capitaine du Brésil soulève le trophée lors de la finale. Et cette petite coupe va habiter au Brésil, à Rio de Janeiro. On dit que la foudre ne tombe jamais 2 fois au même endroit, ce qui, physiquement, est déjà un mensonge éhonté.
Sur le Christ Rédempteur, environ 5 éclairs frappent la statue chaque année, car elle est très haute. Ce dicton n'est valable ni pour la physique, ni pour la vie. Le trophée a déjà disparu une fois. Et elle allait disparaître à nouveau. À Rio de Janeiro, elle se trouvait au siège de la CBF. Il y avait une sorte d'hôtel là-bas, un truc pour exposer la coupe, qui était fait avec du verre blindé et tout le reste. Tout était très sécurisé. Sauf que le détail, c'est que la structure qui soutenait tout ça était en bois. Alors, en décembre 1983, quand je n'avais que 2 ans. Malheureusement, je n'ai pas pu suivre cette affaire dans les journaux, parce que je ne savais pas encore lire. 2 malfaiteurs ont pénétré dans la CBF, et ils ont brisé la protection de la statue avec un pied de biche. Ce n'était même pas avec un chalumeau ou une meuleuse, mais avec un pied de biche. Le trophée a disparu, et, comme à Londres, la police s'est lancée à sa recherche. Tout le monde était désespéré. Où est passé le trophée que nous avons gagné avec tant de sueur ? Environ une semaine plus tard, on a appris que, très probablement, le trophée avait été fendu. Et oui, quand un voleur vole une voiture, par exemple une voiture à 1 million de rayés, il ne peut pas la vendre au même prix car elle est volée et n'a pas de papier. Il va vendre cette voiture pour 1/10 de sa valeur, tout au plus. Probablement, cette voiture ne vaudra rien. Avec un objet en or, c'est très différent. Si le voleur qui a pris la coupe a un chalumeau comme celui-ci, en 10 minutes à peine, il fait disparaître l'objet volé. Ensuite, il peut en faire des petits lingots, des petites pièces, de petits morceaux de la statue et les vendre séparément un peu partout, parce qu'il n'y aura aucune trace montrant que cela vient de la statue. Et l'or aura toujours la même valeur, peu importe d'où il vient. C'est très différent de n'importe quel autre objet volé. Donc, voler un objet en or, c'est à peu près le crime parfait. L'or peut être transformé en autre chose, et personne ne le saura jamais. Peut-être que l'alliance que tu portes en ce moment, en regardant cette vidéo, pourrait être un morceau de la coupe Jules Rimet, en valeur d'aujourd'hui. Un objet de 3,8 kg, et en or 18 carats. Cela vaudrait à peu près 2 millions, 2 100 000 rayés. C'est beaucoup pour un objet qui tient sous le bras, non ? Ils ont beaucoup enquêté sur cette affaire. Et 4 hommes ont été condamnés pour ce crime. Parmi eux, il y avait un employé de la CBF qui aurait planifié et facilité le vol. Et un orfèvre argentin qui aurait fait fondre la coupe. Avec notre rivalité dans le football, peut-être avec beaucoup de plaisir, non ? Mais je parle ici. Peut-être que j'utilise ces verbes un peu flous que l'on utilise pour parler sans vraiment dire. Parce que personne ne sait exactement ce qui s'est passé. On n'a jamais trouvé de traces de cela. Et même ces personnes qui ont été arrêtées, elles n'ont jamais vraiment avoué. Elles n'ont jamais tout dit clairement, ce qui s'est réellement passé. Donc, au final, on sait que ces personnes étaient impliquées dans le crime. Mais la coupe elle-même, personne n'a jamais su ce qui s'est passé. Depuis 1983, elle n'existe plus. L'histoire de la Jules Rimet s'arrête là. Mais peut-être que tu vas me demander. Mince, si le Brésil l'a emporté définitivement en 1970, qu'ont-ils fait en 1974 ? À la coupe suivante. Quand le Brésil et l'Italie se sont affrontés en finale de la coupe de 70, la FIFA savait déjà qu'elle devrait créer un autre trophée, et elle a créé cette petite merveille ici, qui porte un nom très créatif. Qui est le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA ? Je pense que ChatGPT aurait pu proposer mieux, non ? Je plaisante, mais je trouve ce trophée vraiment magnifique. Ce n'est pas une coupe. Il n'y a pas d'endroit ici pour poser une boisson dessus, mais il rappelle beaucoup Jules René. Il y a 2 figures humaines. Au lieu de tenir un bassin au-dessus, comme c'est le cas sur la Jules Rimet, ils tiennent le monde. Ce trophée est aussi bien plus imposant que la Jules Rimet, René. Ils sont à peu près de la même taille, mais il a plus de volume. Il n'a pas ce grand pied. La pierre ici est une malachite, une pierre chic. Elle est aussi en or 18 carats. J'ai lu dans des sources officielles qu'elle serait en or massif, mais nous avons déjà fait les calculs dans le manual do Mundo. Et nous sommes absolument certains que ce n'est pas le cas. Si cette coupe était entièrement faite d'or 18 carats, elle pèserait tout simplement 41 kg. Les joueurs ne peuvent plus soulever la coupe ni la passer entre eux, comme lors de la finale de la Coupe du Monde. La règle est différente pour ce trophée, on y fait désormais bien plus attention. L'équipe gagnante prend des photos et célèbre. Mais ensuite, il retourne dans les coffres de la FIFA. Et il n'y a plus la règle de le gagner définitivement. Le trophée après un certain nombre de titres. Le champion ramène à la maison une réplique de ce trophée, qui est faite en bronze et plaquée or. De l'extérieur, elle sera probablement pratiquement identique, mais à l'intérieur, non. Si l'ancienne règle s'appliquait à ce trophée, c'est-à-dire si le pays qui remportait 3 fois le trophée pouvait le ramener à la maison.
Le pays qui aurait déjà remporté ce trophée serait l'Allemagne. Elle a gagné la coupe en 54, mais à ce moment-là, elle a remporté la Jules Rimet. Ensuite, elle a de nouveau gagné la coupe en 74 et en 1990. Et en 2014, après le 7-1, imagine juste quelle tristesse ce serait de devoir laisser ce trophée à l'Allemagne. Après cette humiliation, l'Argentine, qui est l'autre grande rivale du Brésil dans le football. Elle a aussi déjà soulevé ce trophée ici 3 fois. En 1978, en 1986 et en 2022. Le nom des champions qui ont soulevé cette coupe. Le Brésil l'a soulevé 2 fois, en 94 et en 2002, ils sont gravés ici en bas. Et il n'y a de la place que jusqu'en 2038. Après cela, personne ne sait. Peut-être qu'une nouvelle coupe sera créée. Ou peut-être que l'histoire de la Coupe du Monde connaîtra un chapitre inattendu. Voici une belle série de vidéos sur le football, toujours avec la touche Manual do Mundo, explorant l'histoire et la technologie. Alors, ça vaut le coup de jeter un œil aux dernières vidéos où on a ouvert le ballon officiel de la Coupe du Monde 2026.